Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les détails des informations. La transparence est de mise dans la condamnation des trafics liés au bois de rose. Les responsables au niveau des régions de l'île affichent leur volonté d'aller dans ce sens. Sana Michel, l'actuel chef de région d'Alalandsrouf, suspecté depuis quelque temps d'être trempé dans des trafics de bois de rose, espère que des enquêtes au fond soient menées pour éclaircir cette affaire. Jusqu'à maintenant, plus de 20 000 tonnes de bois de rose ont déjà été saisies dans la partie est de l'île. Les responsables auprès des régions de l'île, entre autres ceux de la région d'Alalandsrouf, ont confirmé qu'ils sont actuellement en pleine phase de réalisation des instructions émises par le président de la Haute Autorité de la Transition Indjirazuine au sujet du contrôle et du recensement ainsi que l'évaluation des bois de rose dans cette partie de l'île. Le chef de région Sana Michel, dont le nom est souvent entendu dans les affaires de bois de rose, a souligné qu'il est tout à fait du même avis que le numéro 1 de la transition dans le respect de la transparence dans tout ce qui concerne le bois de rose. À cet effet, le chef de région a affirmé que si besoin est, la commission spéciale chargée de ces affaires de bois de rose devrait être consultée. Des dispositions et sanctions relatives à des infractions au sujet des bois de rose devraient être prises, a-t-il continué, rappelant que 20 000 tonnes de bois de rose jusque-là ont déjà été saisies. Les habitants de cette région de l'île ont souhaité à ce que la route reliant Soneranvung à Marwansech soit rétablie et que le coût des reconstructions soit assuré par le montant de ces bois de rose. Pour la région d'Alalandsrouf, parmi les récents projets d'assainissement réalisés dans cette partie de l'île, Vavaten, qui est devenue une commune urbaine, la reconstruction de l'avenue en plein cœur de Fénéry-Vest et dont le coût des travaux était financé par l'administration malgache. Dans la page sociale, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte dans le quartier de Mouraran en Boumianj ce matin. Ce corps a présenté des traces de blessures graves et des traces de torture. Les habitants de ce quartier n'étaient pas en mesure de déterminer les causes de sa mort, sauf qu'ils ont affirmé avoir entendu des cris appelant à l'aide. Malgré la prise de responsabilité des présidents de ces quartiers, en appelant le BMH pour récupérer le cadavre, ce service de la commune urbaine d'Antananarivo a tardé à venir sur les lieux, selon les témoins de cette affaire. Muriel. Le corps d'une femme d'une quarantaine d'années a été jeté dans des égouts, 6 à la limitrophe de Mouraran-en-Bouimianj, tôt dans la matinée. Selon les riverains, ils ont entendu une femme qui criait au secours vers 4 heures du matin. Un père de famille qui allait acheter le déjeuner a découvert le corps gisant dans le canal. Le corps était à demi nu. Elle a subi de graves blessures sur la tête et son œil gauche a été largement endommagée. Elle présentait aussi des fractures sur sa dentition. Un chapeau présentant des taches de sang a été retrouvé non loin du lieu où a été jeté le corps. Selon l'abbé Arvoun Roger, président du Fukuntan de Mouraran, cette femme n'habitait pas le quartier et c'est la toute première fois que de tels meurtres se passaient dans son quartier qui était plutôt calme, ajoute-t-il. La femme avait dû se défendre contre son agresseur car elle avait les mains en poing. De Fukuntan ont pris les mesures relatives à cette affaire car le lieu où le corps a été jeté se trouvait sur la limitrophe entre Mouraran et Ambouimianj. Selon Radjianta Vijan-Régis, président du Fukuntan d'Ambouimianj, les responsables au niveau du BMH ont été avisés au moment où l'on trouvait le corps, mais ils n'étaient arrivés sur place que vers 9 heures. Passons maintenant à un tout autre domaine pour continuer ce journal. Des démonstrations de tir et des expositions ont été au menu de cette journée qui entre dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du G6 au groupe de sécurité et d'intervention spécialisée. Diverses manifestations ont eu lieu à Ivad. Ceux qui étaient présents ont pu être tenus au courant des vraies missions qui sont confiées au G6, entre autres l'entrée en action dans les affaires de kidnapping et les prises d'otages. Des tireurs d'élite composent également cette unité de la gendarmerie nationale. En tant qu'unité spéciale au sein de la gendarmerie nationale malgache, les attributions du groupe de sécurité et d'intervention spécialisée, ou G6, sont également spécifiques. Ils interviennent dans des situations spécifiques et le plus souvent dangereuses. Assurent par exemple la sécurisation du transport de fonds importants, la sécurisation des hautes personnalités, secourir des otages, maîtriser les actes de terrorisme et sans oublier l'arrestation de personnes qui ont des statuts particuliers dont l'arrestation a été demandée expressément par la justice.
Oui, pour l'action du G6 en particulier, c'est directement émanant de notre commandement, c'est-à-dire le commandement de la gendarmerie nationale. Donc les missions du G6, je peux répartir en deux catégories. Il y a ce qu'on entend par mission de haute technicité, c'est-à-dire il y a la protection de haute personnalité, le transfert des fonds avec la Banque centrale. Il y a aussi le transfert des individus dangereux. Et enfin, la défense des points sensibles. L'actuel directeur de la sécurité présidentielle figure par exemple parmi les éléments du G6, rappelant que le G6 est sur le même pied que le GIGN français et ses attributions sont à peu près les mêmes que ceux du GIGN. Même si l'effectif reste stratégique, les responsables au sein de ce groupement ont souligné que les éléments sont suffisants pour assurer les tâches qui incombent à cette unité. Le G6 assure également la formation des tireurs d'élite malgaches. Ces éléments ont démontré ce jour leur agilité et leur précision dans le maniement de fusils. Le G6 qui a maintes fois démontré leur participation et leur efficacité dans la maîtrise des actes de terrorisme, la libération d'otages, entre autres la libération des otages au sein de la RNM en 1991, ainsi que l'arrestation des personnes inculpées dans cette affaire. La célébration du 25e anniversaire du G6 prendra fin le 3 septembre prochain. Santé, avant la fin du mois d'août, une baisse de 15 jusqu'à 20% devra être constatée au niveau du coût des médicaments dans tous les hôpitaux publics de la Grande Île. L'État va encore plus loin dans sa démarche d'alléger les difficultés rencontrées par la majorité de la population, surtout en termes d'accès aux soins médicaux. Le coût de certaines analyses médicales sera également révisé à la baisse. C'est ce qu'a en tout cas affirmé le ministre de la Santé, le général Pascal Radonarson, ce matin à Ivatou. Marna Tunjaf. La cherté de la vie et le coût des médicaments sont l'une des causes du mauvais traitement des maladies, entraînant la mort subite de nombreuses personnes. Face à cela, des mesures ont été prises par les responsables auprès du ministère en charge de la santé publique, entre autres, outre la vaccination, les divers examens et analyses, ainsi que certains contrôles médicaux. Une réduction du coût des médicaments sera appliquée au sein de tous les hôpitaux publics de l'île, une réduction à hauteur de 15 à 20%. Les fruits de cette mesure seraient perceptibles dès la fin de ce mois, a assuré le ministère de la Santé. Il tenait à préciser que les médicaments ne seront pas gratuits, mais leur prix connaîtrait une baisse. La santé est conscient de ce problème au niveau du pouvoir d'achat de la population, du fait de cette crise qui perdure. Le ministère de la Santé donc va voir et réviser son budget de fonctionnement, son budget d'achat des médicaments, et on va réduire de 15 à 20% les médicaments qu'on va donner ou qu'on va vendre au niveau des formations sanitaires publiques en réduisant donc les marges bénéficiaires. Donc 15 à 20%, les textes vont être établis rapidement. D'autre part, on va également faire diminuer les prestations d'au moins 5%, que ce soit au niveau des actes médicaux ou chirurgicaux, que ce soit au niveau des différentes prestations d'analyse. Outre cette mesure, le coût des radiographies, échographies et certaines chirurgies réalisées au sein des hôpitaux publics verront également une baisse de 5 à 10%, a toujours souligné ce haut responsable. Le sénateur français Jean Faure a été reçu par le général Dolin Rassoulsou, président du Conseil supérieur de la transition, ce jour au Palais Vert d'Anoussi. À l'issue de la rencontre, le sénateur de l'UMP a déclaré que les Malgaches eux-mêmes peuvent sortir Madagascar de cette impasse. Cette rencontre entre le sénateur français Jean Faure et le président du Congrès de la transition Dolin Rassoulsou fut une occasion pour les deux parties de faire un point sur la situation politique actuelle à Madagascar. Une situation alarmante selon le sénateur de l'UMP. Une transition qui n'a que trop duré selon toujours ses termes.
Toutefois, la solution à la malgache semble dans l'impasse aussi. De nouvelles idées surgissent, mais jusqu'à ce jour, rien de concret. C'est dans cette situation que les deux chambres de la transition entament la 3e session extraordinaire, une session consacrée à l'adoption de la loi sur les élections territoriales. Certains membres du Congrès demandent à ce que la loi d'amnistie figure aussi dans l'ordre du jour. L'Église catholique romaine à Madagascar célèbre son 150e année d'implantation. Une grande messe a eu lieu hier dans la cour du collège Saint-Michel à Parbé. Les couples présidentiels y étaient présents. Commentaire. 13 novembre 1861, la première messe célébrée par le révérend Père Join, un prêtre jésuite, s'était tenue à Indoual, mais ce qui a vu également la participation de quelques religieuses. L'arrivée de Radama II au pouvoir a favorisé l'entrée du christianisme dans le pays à travers les missionnaires. Les fidèles de l'Église catholique se sont rassemblés hier au collège Saint-Michel à Parbé pour une messe de commémoration du 150e jubilé du diocèse d'Antananarivo. Le couple présidentiel a rehaussé de sa présence à la grande messe célébrée par l'archevêque d'Antananarivo, Odon Marie Arsène Razanakouln, rappelant que la célébration a débuté depuis février, correspondant à la libre évangélisation de la religion catholique dans la capitale et la fête de la bienheureuse victoire à Suamanajivu. Actuellement, l'Église catholique compte 890 512 fidèles dans le diocèse d'Antananarivo, 720 paroisses, 308 prêtres et 2043 religieux. Un pèlerinage qui se tiendra le 10 et le 11 septembre prochain se tiendra à Ambatiabé, ville où le bienheureux Jacques Berthieu a vécu sa vie religieuse. Une journée des missionnaires se tiendra le 20 décembre prochain lors de la célébration de la journée de la Sainte Vierge. Rappelons qu'un message émanant du Saint-Siège a été lu aux fidèles par Monseigneur Odon Razanakouln hier. Cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Merci et au revoir.